L'État français est une dictature. Et si tu ne l'as pas encore compris, raison de plus pour regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Générique. Je suis Safia Enjoy Life, bienvenue sur ma chaîne YouTube Grandeur Noire. L'État français s'est approprié la terre de Kanaki depuis maintenant des siècles. Cependant, les populations que l'État français a trouvées sur place n'ont jamais accepté d'appartenir à la France. Donc depuis le premier jour où les Français sont venus planter leur drapeau colon, les Kanaks luttent pour leur liberté, pour leur souveraineté, pour leur autonomie. Mais à l'heure où je parle, il y a des affrontements entre la population civile et des forces armées militaires françaises. Et en plus, des espèces de mercenaires français fachos ont pris leurs fusils de civils pour aller tuer des Kanaks en plus. Donc à ce jour, ce sont plusieurs familles Kanaks qui sont endeuillées. Donc tout d'abord, toute ma sollicitude, toute ma compassion, toute ma fraternité, sororité aux familles Kanaks endeuillées. J'insiste sur le fait que quel que soit ce que tu entends dans les médias traditionnels, les médias occidentaux, la lutte des Kanaks est légitime. Les Kanaks se sont fait envahir, massacrer depuis des siècles. Le gouvernement français leur a promis, à travers les accords de Nouméa notamment, mais pas que, a promis au peuple kanak une certaine gestion d'eux-mêmes. L'État français dirigé par Macron-Poléon revient sur sa promesse, revient sur les accords signés en faisant passer une loi sans consulter le peuple kanak, une loi qui implique que les Kanaks ne pourront plus prendre de décision, n'auront plus aucun pouvoir sur leur terre originelle. Forcément que la population kanak ne peut pas accepter ce retour en arrière. Et je pense, je ne vais pas me permettre de m'exprimer pour le peuple kanak, mais je pense que le peuple kanak ne lâchera pas parce que la liberté n'a pas de prix. Quel que soit le nombre de vies que ça va leur coûter, le peuple kanak ne reviendra pas sous la tutelle française. Maintenant, de façon plus globale, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui se passe en Kanaki se passe dans absolument toutes les colonies françaises. Qu'elles soient des colonies déclarées comme en Guyane, Martinique, Guadeloupe, Réunion, Kanaki, Polynésie, où la gouvernance est clairement française avec des préfectures, des mairies françaises, la loi française appliquée, la monnaie française. Donc il y a des territoires qui sont officiellement français, mais je parle également des colonies non officielles, à savoir tous les États africains francophones, sauf les États de l'AES, c'est-à-dire seulement 3 États africains francophones qui sont sortis de cette colonisation. Le Mali, le Niger, le Burkina Faso. Tous les autres pays-là, africains francophones, sont des colonies françaises pilotées par la France, notamment avec le franc CFA. Donc, toutes ces colonies françaises, qu'elles soient déclarées ou officieuses, sont dans la même situation les unes que les autres. À savoir que l'État français pille les ressources de ces territoires. L'État français appauvrit et asphyxie les populations de ces territoires. L'État français se sert de tous ces territoires comme des bases avancées militaires pour avoir une présence militaire dans le monde entier. Et l'État français exerce une répression d'une violence absolument extrême sur les populations dès qu'elles tentent de sortir de ce contrôle colonial, de cette tyrannie nazie. Les Kanaks, s'il vous plaît, profitez de cette vidéo pour mettre en commentaire les noms des martyrs kanaks, des héros kanaks qui ont été tués par l'État français en répression parce que ces personnes agissaient dans les intérêts du peuple kanak ou agissaient pour récupérer la souveraineté kanak. Mettez-moi les noms en commentaire, s'il vous plaît, pour faire revivre leur mémoire. Les Guadeloupéens, les Martiniquais, et mettez-nous les noms de vos héros qui ont perdu la vie. Pour les Guyanais, Félix Bad était un militant guyanais qui notamment a participé au journal La Jeune Garde
pour pouvoir éveiller les mentalités de l'époque, pour pouvoir sensibiliser la population aux enjeux politiques qui existaient déjà à l'époque et qui sont restés les mêmes aujourd'hui où je parle en 2024, pour pouvoir informer la population qui était soit désinformée, soit plongée dans l'ignorance, eh bien Félix Bad s'est fait faucher par une voiture et cette voiture était conduite par un policier. Et il y a eu délit de fuite. Heureusement, les témoins ont reconnu ce policier. Et Félix Bad était à son époque un pilier de la résistance guyanaise. Michel Capel, un autre résistant de renom qui a mené des actions de grande ampleur, assassiné de 2 balles. Là, on n'est pas sur quelque chose qui peut passer pour un accident de voiture. Là, c'est de 2 balles dont Michel Capel a été tué chez lui. Justin Cataillé, député français, les Guyanais l'ont élu pour aller porter la voix des Guyanais à l'Assemblée nationale. L'État français a fait tomber tout un avion avec tous les passagers, tout le personnel pour assassiner un député et faire passer ça pour un accident. Mais non, Safia, ne sois pas parano, c'était juste un accident. Quand même, l'État français ne va quand même pas sacrifier tout un avion juste pour une personne. René Jadfar, député guyanais, militant, qui défendait les intérêts politiques et économiques de la Guyane, assassiné, non pardon, excusez-moi, c'était peut-être un accident, mort dans un accident d'avion aussi. Coïncidence? Je ne peux pas dérouler toute la liste. Nos victimes, nos héros sont trop nombreux. Je vous ai donné quelques-uns parmi les plus connus. Pourquoi? Parce que vous pouvez aller vérifier par vous-même sur Internet. Leurs histoires sont connues. Les Guyanais, je vous invite à compléter dans les commentaires les noms de nos héros guyanais sacrifiés dans la lutte légitime pour la souveraineté de la Guyane, pour que la Guyane contrôle ses ressources, pour que le fruit de ces ressources profite aux Guyanais et que nous ayons des hôpitaux dignes de ce nom, des écoles dignes de ce nom, suffisamment de logements, des routes dignes de ce nom, bref, une société décente qui fonctionne. Mettez les noms en commentaire, faites revivre les mémoires s'il vous plaît. Réunion pareil, Polynésie pareil, Saint-Martin, Saint-Pierre et Miquelon, toutes les colonies françaises. Cameroun, Congo, mettez les noms des victimes de chez vous qui sont devenus des héros et qui ont été tués par ou à cause de l'État français. Mettez! Donc la première chose à bien retenir dans cette vidéo, c'est que les peuples colonisés n'ont jamais accepté d'être colonisés et ne l'accepteront jamais. Quand on me pose la question, mais pourquoi vous acceptez d'être encore une colonie? On n'accepte pas, on nous tue et nous sommes faciles à tuer. Nos révoltes sont faciles à maîtriser parce que nous nous révoltons chacun de notre côté alors que nous sommes des petits territoires et des petites populations. Jusqu'à présent, nous n'avons jamais fait front commun toutes les colonies en même temps. C'est peut-être une stratégie à essayer, je dis ça. Je pose ça là et je continue ma vidéo. Donc, nous avons vu que les colonisés n'acceptent pas d'être colonisés, mais maintenant, pourquoi est-ce que la France voudrait absolument contrôler des territoires qui sont très éloignés d'elle, qui sont de plus en plus difficiles à gérer parce que les révoltes se rapprochent dans le temps et s'intensifient en importance, en dégâts. Donc, l'État français qui n'arrive déjà pas à gérer sa propre population française, CF, les gilets jaunes, veut aller gérer des millions d'Africains, des millions de Martiniquais, Guyanais, Guadeloupéens, Réunionnais, Polynésiens. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a à gagner? Ça doit forcément être intéressant. Alors, encore une fois, je ne pourrais pas faire la liste exhaustive de toutes les ressources dans chaque colonie. Elles sont trop nombreuses. Je peux vous dire que la Guyane est la colonie française officielle déclarée
qui a le plus de ressources et qui représente le plus gros intérêt financier pour la France. La Guyane, chaque année, c'est plusieurs milliards d'euros en or. La France pille l'or de la Guyane, pille parce que vient se servir au niveau de l'or comme elle veut, autant qu'elle veut, et ne reverse absolument rien à la population guyanaise. Ensuite, l'un des atouts majeurs que représente la localisation géographique de la Guyane, eh bien, c'est sa situation au niveau de l'équateur. C'est le meilleur endroit d'où lancer une fusée. C'est bien pour ça que les Russes n'envoient pas de fusées depuis la Russie. Ils viennent jusqu'en Guyane envoyer leurs fusées depuis la Guyane. La Guyane a même déjà envoyé des satellites asiatiques. Chaque lancement rapporte des milliards. L'argent que rapportent les fusées, absolument rien n'est investi en Guyane. Autre chose qui rapporte des milliards à la France et dont on parle très peu, voire jamais, c'est la forêt amazonienne. C'est-à-dire que ce que les Français la polluent en France, eh bien l'État français a organisé une magouille pour dire ok, on pollue en France, mais c'est compensé par la forêt guyanaise qui absorbe tant de tonnes de CO2 chaque année. Donc, vous ne pouvez pas nous taxer autant parce que finalement, notre pollution est absorbée par la Guyane. Et donc, l'État français ne paye pas autant de taxes qu'elle aurait dû concernant sa pollution. Donc, elle économise encore une fois des milliards d'euros chaque année grâce à la forêt guyanaise. Par contre, les Guyanais sont asphyxiés avec des taxes. Taxes. Les Guyanais payent des taxes pendant que l'État français est détaxé grâce aux Guyanais. À cela se rajoutent toutes les ressources précieuses que possède la Guyane qui ne sont pas encore utilisées par la France parce que selon la France, c'est pas encore le bon moment. La Guyane est le plan B de la France pour beaucoup de ressources. C'est-à-dire que quand la France ne pourra vraiment plus accéder à certaines ressources africaines, elle viendra piocher en Guyane où il existe du diamant, du pétrole. La Guyane possède des milliards en barils de pétrole dans ses eaux côtières et également sur son sol. Donc or, diamant, pétrole, uranium, la Guyane possède de l'uranium, mais également fer, bauxite, manganèse, zinc. Et ça, c'est les minerais. Mais concernant les plantes médicinales que l'on peut transformer en médicaments, que l'on peut transformer en cure contre le cancer ou en complément alimentaire, là, on est encore sur des milliards. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que l'État français s'est accaparé la plante Kouachi. Fais une toute petite recherche sur le Kouachi et tu vas comprendre les enjeux que représente cette plante dans l'univers des laboratoires pharmaceutiques. Même les Allemands ont dépêché des équipes de scientifiques allemands qui sont venus prélever la plante Kouachi, poser des questions aux populations amérindiennes et sont repartis étudier ça. Donc la Guyane, je le redis, ses atouts sont infinis. C'est le réservoir numéro 1 de la France concernant les colonies françaises déclarées et officielles. La quantité de milliards que rapporte la Guyane chaque année, c'est inimaginable pour nos cerveaux. Donc, quand vous entendez l'argument de « Soyez content d'être français parce que grâce à nous, vous avez la CAF, la Sécu, vous avez des emplois dans le fonctionnariat. » Yo, gardez votre CAF, votre Sécu, votre fonctionnariat, laissez-nous les ressources. Parce qu'à la seconde où les Guyanais vont gérer eux-mêmes à qui ils vendent le pétrole, à combien ils vendent leur pétrole, leur or, leur diamant, leur uranium, ne serait-ce que ça, à la seconde même, nous sommes un État milliardaire. Là où Dubaï s'est construit en 25 ans, on va se construire en 5 ans. Simplement avec le cas de la Guyane, on comprend pourquoi la France ne souhaite pas et ne va jamais lâcher la grappe à ses colonies. On comprend également pourquoi la France va jusqu'à tuer des personnes, parfois discrètement avec un accident d'avion, un accident de voiture, parfois de façon flagrante avec des assassinats par balle. Mais en tous les cas, la France élimine toutes les personnes, toutes les organisations qui menacent son pillage des ressources, son gavage en milliards d'euros. Pour bien illustrer jusqu'où va l'État français dans sa répression, je te repasse un extrait d'un entretien que j'ai eu avec un héros guyanais, Jean-Victor Castor, qui entre-temps est devenu député et défend les intérêts de la Guyane à l'Assemblée nationale, mais qui a commencé par être
militant et donc un militant persécuté. Donc moi, j'ai eu le temps d'avertir ma famille que j'allais être arrêté. Ils sont arrivés chez moi avec fourgon. Combien de personnes pour arrêter une seule personne qui n'est pas armée? Oui, la porte a été pétée au bélier. Ils se disent, on va les embarquer dans un bateau, comme à l'époque de l'esclavage. Comme ça, voilà. Donc, symbolique. Ils aiment les symboles. Hein. Ils aiment les symboles. Ils savent très bien ce qu'ils font. Et on est enfermé dans un bateau. Donc on est amené à... Pas dans la cale quand même. Dans la cale. Ah mais non, mais dans non. la cale. C'est une blague. Dans la cale. Mais moi, j'ai pas de nouvelles, moi, de ma compagne et de ma fille de 2 ans. Eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent au commissariat. Et on les arrête aussi. Ma fille de 2 ans? Ma fille de 2 ans était placée en garde à vue avec sa maman. Non, mais il y a des lois pour arrêter les gens. Non, il faut des trucs, il faut qu'il y ait une raison. Écoute bien, quand tu arrives à ce niveau-là dans le système, soit les systèmes impérialistes, les systèmes de pouvoir dictatoriaux ou les pouvoirs coloniaux, à un moment donné, la loi, elle compte plus. Si la France emploie des méthodes dans une ère moderne et contemporaine, comme mettre des colonisés à fond de cale dans un bateau, les déporter sur une autre terre, les emprisonner, kidnapper une maman avec son enfant de 2 ans, si l'État français va jusque-là, c'est pour raviver des traumatismes dans les inconscients collectifs de la population et avec ces traumatismes, déclencher des peurs paralysantes, des peurs qui sont encore profondément inscrites en nous, dans notre ADN, mais dans notre esprit. Et faire des exemples comme ça, avec ce genre de déportation inhumaine, les gens ont peur et les gens se calment. L'humain est programmé pour être libre. Donc ça finit toujours par ressurgir cette envie de liberté qui mène à passer à l'action. Et aujourd'hui, cette vidéo, je la fais pour vous supplier, vous quémander, vous supplier de passer à l'action ensemble. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, ensemble. Parce que lorsque les forces armées françaises seront débordées et qu'elles ne pourront plus réagir, la France sera obligée de céder. Arrêtons de nous faire avoir avec l'argument de oui, mais il ne s'agit pas de devenir indépendant. Après, comment est-ce qu'on va se gérer si c'est pour devenir comme Haïti? Yo, la puissance de sabotage et la quantité de sabotage que reçoit Haïti, c'est imparable. Personne ne peut résister à ça. Du sabotage climatique, du sabotage politique avec des pions qui sont placés là, qui sont corrompus jusqu'à la moelle, du sabotage militaire avec des gangs qui sont armés. Haïti ne fabrique pas d'armes. Comment ces gangs sont armés aussi lourdement? Du sabotage économique avec le fait de casser l'image d'Haïti au point que personne ne veut aller investir. Personne ne veut même plus aller visiter Haïti. Sabotage, sabotage, sabotage. Ne prenons pas le cas d'Haïti qui est justement un épouvantail. Je suis navrée, j'aime mes frères et sœurs haïtiens. Je ne suis pas en train de vous insulter. Je suis en train de dire des faits. Haïti est brandi comme un épouvantail pour faire peur, pour dire voilà ce qui vous attend. Cessons de tomber dans ce mensonge, dans ce piège, alors qu'il y a plus d'exemples de pays qui ont retrouvé leur souveraineté et qui s'en sortent, même après 10 ans, 15 ans, 20 ans de difficultés. Jamaïque est devenue indépendante, Trinidad, Barbade, Saint-Domingue, même les toutes petites îles minuscules là, Sainte-Lucie, Dominique, Saint-Kitts, Curaçao, tout ça là, c'est indépendant. Les petits endroits qui sont devenus indépendants, il y en a des centaines dans la Caraïbe, en Amérique du Sud, en Asie, dans l'océan Indien. Ces endroits-là s'en sortent. Pourquoi est-ce qu'on prend à chaque fois le seul exemple qui, soi-disant, n'aurait pas réussi? C'est pas que Haïti n'a pas réussi. Hein. Haïti avait tout pour réussir et a toujours tout pour les réussir, notamment les ressources. Simplement, Haïti est constamment attaqué et ne peut pas faire le poids parce qu'Haïti est attaqué par les États-Unis, par la France et par je ne sais combien d'autres nations. Donc arrêtons par pitié, arrêtons l'argument de on n'est pas prêt, si on est indépendant maintenant, ce sera la guerre civile. Et alors, même si c'est la guerre civile, vous pensez qu'on va où là? En restant sous la coupe de la France, avec des hôpitaux qui ne cessent de s'effondrer sur eux-mêmes. Bientôt, il n'y a plus de services de santé du tout. Hein. Bientôt, il n'y a plus de services scolaires du tout.
Et bientôt, il n'y a plus de logement pour tout le monde, il n'y a plus d'emploi pour tout le monde, il n'y a plus d'argent pour tout le monde. Donc, on y va droit dans la guerre civile, on y va droit dedans. Et quand il y aura une guerre civile sous tutelle de la France va piller encore mieux nos ressources parce qu'on sera occupé à se battre entre nous. Donc, ça va donner la même situation qu'au Congo actuellement. Donc, au moins que la guerre civile serve à se reconstruire et à repartir sur de nouvelles bases, plutôt que continuer de permettre la fuite de tout, la fuite de nos cerveaux, la fuite de notre jeunesse, la fuite de... Yo, si on laisse faire les choses en disant on veut éviter le pire, on va droit au pire de toute façon. Au moins, choisissons le pire qui nous donne une petite chance de reconstruction, qui nous donne une petite chance de renaissance. Et je dis pas ça en mode parole en l'air, c'est facile, elle est assise sur son fauteuil confortablement, elle a ses bijoux, elle a sa robe, c'est facile à dire, c'est pas elle qui va aller... Yo, s'il faut aller se battre, je vais aller me battre. Ceux qui me suivent depuis longtemps le savent parce qu'à l'époque, je faisais des lives, j'étais dans la rue à envoyer des pavés, envoyer des bouteilles. J'ai des amis témoins qui peuvent, s'ils passent par là, ils peuvent témoigner. Bénédicte, si tu passes par là, tu peux témoigner que tu m'as ramassé. J'étais à terre, complètement asphyxiée par des gaz lacrymogènes. Je ne savais plus si c'était à droite, à gauche, où étaient les policiers, s'il fallait que j'aille devant. Elle est venue, Bénédicte, merci. Bénédicte m'a sauvée. Elle est venue, elle m'a ramassée à terre. Elle m'a mis un chiffon mouillé sur le visage et elle m'a emmenée en sécurité, plus loin. Mais j'ai vécu des scènes de guerre dans mon pays, la Guyane. Donc, s'il faut aller me battre, je vais mettre autre chose que cette robe, je vais quitter mes bijoux, je vais attacher mes locks et j'irai me battre. Quand j'ai vécu ces scènes de guerre, je n'avais pas encore d'enfant. Aujourd'hui où j'ai un enfant, hey, je vais me battre avec encore plus de rage. Parce qu'il est hors de question que mon enfant connaisse la même Guyane que moi. Une Guyane délabrée, une Guyane corrompue, une Guyane mourante. Je vais me battre pour mon enfant. Je vais me battre pour tous les enfants colonisés qui méritent de vivre dans des États, dans des nations décentes et dignes. Donc, je ne dis pas ça du confort de mon canapé. Je me suis déjà battue, je me battrai encore s'il le faut. Je pense pouvoir dire que c'est cette même détermination que ressent la population kanak pour défendre les terres de Kanaki, pour défendre le patrimoine que leur ancêtre leur a légué. Que ce soit un patrimoine foncier, que ce soit un patrimoine culturel, traditionnel, un patrimoine spirituel, un patrimoine économique. Parce que ces populations allaient bien, elles étaient prospères quand les Blancs sont arrivés, tout ravagé, tout massacré. Donc les Kanaks qui sont déterminés, les Guadeloupéens qui, je pense, sont déterminés également, les Martiniquais, les Guyanais, les Réunionnais, juste cette détermination, mettons-la ensemble. Et là, j'en viens à remercier particulièrement un organisme de chez moi, le MDES, le mouvement de décolonisation et d'émancipation sociale. Et ce mouvement-là a fait quelque chose que je trouve extraordinaire et absolument nécessaire, c'est qu'ils ont rassemblé toutes les forces militantes, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, pour soutenir la lutte kanak. Ils ont fait une réunion, je vous mets le lien sous cette vidéo. Ça dure, je crois, 2 heures ou 2 heures et demie. Personnellement, je l'ai regardé intégralement en plusieurs fois parce que mes journées sont très remplies. Et je pense que j'ai des journées plus remplies que la plupart d'entre vous qui regardent. Donc, si j'ai pu trouver le temps, même si c'est en plusieurs fois, de regarder l'intégralité, tu as intérêt de trouver le temps de regarder l'intégralité. Mais nous sommes là, ce soir, aux côtés de nos frères kanaks, aux côtés de nos frères guadeloupéens, martiniquais, pour dénoncer ça. Parce que ce combat n'est pas seulement le combat des Kanaks, c'est le combat pour la liberté. Les choses sont simples. Les Kanaks sont en état de légitime défense depuis que le premier colon français a déposé ses pieds de conquistador sur leur terre. Pour moi, lorsque j'entends Yengen, Éloi Machuro, Jean-Marie Tibaou, Alphonse Dianou, Luis Costraou Oreguei, ce sont quelques noms, mais ce sont des monuments. Mon point de vue personnel, c'est qu'il faut vraiment que l'on solidifie cette coordination avec, sur la base donc, du soutien et de la solidarité avec les camarades kanaks.
tout cas, comme ça a été dit tout à l'heure, il faut unifier la lutte pour fermer, fermer la parenthèse de la colonisation. On t'entend pas, il y a une standing ovation. Attends, on t'entend pas. Ils ont mis en place un collectif d'avocats qui vient de la Réunion, de Martinique, de Guadeloupe, de Guyane et qui se met à disposition gratuitement pour accompagner et défendre les militants kanaks qui se sont fait arrêter arbitrairement et tyranniquement par l'État français, qui se sont fait kidnapper pour certains et déportés en France. Je fais partie du barreau de la Guyane et nous sommes 7 à avoir accepté, à la demande de monsieur le député Jean-Victor Castor, de constituer un collectif d'avocats en Guyane. Ce collectif d'avocats en Guyane sera également appuyé par un collectif d'avocats en Martinique, en Guadeloupe, en Réunion et en France. On ne va pas demander d'honoraires, on va intervenir gratuitement. Donc voilà, on est prêt, nous avons fait les outils et on ne demande qu'une chose, c'est de pouvoir être utile et intervenir rapidement dans cet esprit de lionnage, de solidarité anticoloniale. Également, cette réunion a connecté des organismes militants, des organismes syndicaux, des organismes de la société civile, associations. Bref, ils ont uni Avengers là, vous avez vu Avengers, c'est ça qu'ils ont fait. Ce qui est en train de s'organiser, ça va vous donner du courage, ça va vous donner de l'espoir, ça va vous donner envie d'amener votre petite part de colibri. Parce que quand les 3 millions de colibris amènent une goutte chacun en même temps, l'incendie est éteint net. Chacun de nous, on a une utilité. Même quand on est loin, en se ralliant et en amenant ce qu'on sait faire ou ce qu'on peut faire, si c'est envoyer des sous sur une cagnotte. Parce que les avocats, il faudra qu'ils prennent l'avion pour aller en Kanaki. Il faudra qu'ils prennent l'avion pour aller dans les tribunaux en France. Ces avocats-là, ils sont basés en Guyane, en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion. Donc, ceux qui peuvent apporter une force financière, même si c'est 2 euros, même si c'est 5 euros, même si c'est 1 euro, c'est toujours ça de prix dans la lutte. Parce que quand il y aura 1 euro qui va venir de milliers de Martiniquais, milliers de Guadeloupéens, milliers de Guyanais, milliers de Kanaks, milliers de Réunionnais, milliers de Polynésiens, partout dans le monde, on va y arriver à les défendre et à les renvoyer chez eux libres. Les Kanaks qui ont été arrêtés, kidnappés. Si c'est une force matérielle, si c'est une force en termes de présence humaine, les gens là qui ont mis en place cette réunion, ce rassemblement, il faut les contacter et il faut lever la main et dire « Moi, je veux aider, moi, je veux participer. De quoi vous avez besoin? Qu'est-ce que je peux vous apporter ?» Donc, je vous mets le lien de cette réunion sous cette vidéo. Premièrement, regardez la vidéo jusqu'au bout. Deuxièmement, identifiez les noms des personnes qui interviennent. Fabien Canavi, Jean-Victor Castor, Yannick Xavier, Maître Donznac, Maître Germani, etc. En fonction des noms que vous aurez identifiés ou reconnus, contactez les personnes, proposez votre aide. Juste ça, c'est nous assurer la victoire. Pour conclure, non, les populations colonisées n'ont jamais accepté, n'accepteront jamais d'être colonisées. Les moyens de l'époque ne permettaient pas de synchroniser les luttes parce que, à l'époque de nos parents ou de nos grands-parents, il n'y avait pas une information qui circulait aussi bien, aussi rapidement et aussi complètement. Il n'y avait pas non plus les moyens de communication instantanée. Mais nous, notre génération n'a pas d'excuses. On a le moyen de communiquer instantanément et de mettre en place quelque chose la veille pour le lendemain. On a les moyens de diffuser l'information en temps réel nous-mêmes, sans que ça passe par la désinformation des Occidentaux, avec des lives, avec des stories, en filmant avec nos propres caméras, on montre ce qui se passe réellement. Donc, toutes les cartes sont entre nos mains pour mener à la fois une guerre de l'image et on peut mener une guerre matérielle, physique. Parce que même les personnes qui ne sont pas sur place sur les territoires peuvent financer la lutte avec des cagnottes. Bon, je ne vais pas en dire plus parce que cette vidéo va sauter. Partagez cette vidéo pour que les personnes qui ne sont pas issues des colonies françaises telles que Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, tout ça là,
Donc, les personnes africaines, par exemple, qui pensent que c'est la belle vie d'être martiniquais, guadeloupéen, qu'on aime ça, qu'on aime être français, il faut que les Africains comprennent que non. Nous n'avons jamais demandé à être français. Nous sommes énormément négligés, maltraités, oppressés. Donc, il faut que les Africains prennent conscience de la situation des colonies françaises, de la situation des peuples colonisés et de la mentalité des peuples colonisés, qui ne sont pas heureux d'être colonisés. Il faut également que cette vidéo circule pour que les Français qui baignent dans une ignorance fautive, parce qu'aujourd'hui, quand on est ignorant, on est fautif, c'est qu'on n'a pas été chercher l'info et qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher loin. Il faut que cette vidéo circule jusqu'à beaucoup de Français pour qu'ils comprennent en fait qui les dirige, cet État colon-là. Tant qu'ils vont cautionner cet État, ils feront partie du problème et ils seront complices. Donc, les personnes blanches françaises qui souhaitent sortir de la complicité, qui souhaitent cesser de cautionner, il faut d'abord qu'elles reçoivent les bonnes informations et qu'elles prennent conscience de ce que leur État est en train de faire à d'autres populations. Partagez massivement, notamment sur WhatsApp, sur Telegram. Commentez, s'il vous plaît, les noms des héros de chez vous, s'il vous plaît. Ça, c'est très important. Comme ça, éventuellement, les gens de chez vous qui ne connaissaient pas les noms de héros peuvent aller faire leurs recherches. Et enfin, j'ai créé une application qui s'appelle GNTV pour pouvoir échapper à la censure parce que ma chaîne YouTube Grandeur Noire est extrêmement censurée. Je ne compte plus le nombre de vidéos qui ont été supprimées. TikTok, c'est 10 fois pire. Instagram, c'est pas mieux. Donc au final, j'ai créé un refuge pour pouvoir exprimer certaines vérités à l'abri de la censure. Tu peux t'abonner grâce au lien sous cette vidéo. C'est un abonnement payant parce que c'est un travail aujourd'hui de t'amener l'information. C'est un travail qui me coûte énormément de temps. Si tu as envie d'informations qui sont non censurées, qui sont crues, de certaines vérités sans filtre, abonne-toi à mon application GNTV. Le lien est sous la vidéo. Sur ce, rendez-vous pour une prochaine chronique. C'est une dictature voilée et beaucoup de personnes ne comprennent pas, notamment des personnes de nos populations de l'outre-mer ne comprennent pas que la France est une dictature, que la France est une tyrannie, simplement contrairement à d'autres pays qui l'affichent ouvertement, d'ailleurs qu'ils pointent souvent du doigt. Eux, ils ont un masque de carnaval qui les déguise en une république, en une démocratie. Mais si vous étudiez ce que représente le système démocratique, c'est un système où le peuple prend des décisions par référendum, où le peuple participe à proposer des lois, ce qui n'est pas le cas. On est dans une oligarchie où c'est une élite qui vient de la même classe sociale à chaque fois, qui prend les décisions, qui dirige et qui pénalise aussi. Et cette élite-là dirige, peu importe le bien-être du peuple. C'est pourquoi les gilets jaunes sont sortis dans la rue et se sont fait gazer, se sont fait blesser au flashball, etc. Parce que on est dans une répression. Vous n'avez pas le droit de vous exprimer, vous n'avez pas le droit de décider de votre bien-être. Nous ne sommes pas dans une république ni dans une démocratie, nous sommes dans une dictature voilée.